Plusieurs fois, j'ai failli céder à la panique, mais chaque fois, cette présence me ramenait à un état de calme relatif. Grimper le Mont Blanc en solitaire était l'un de ces rêves que j'avais depuis toujours. L'adrénaline, le défi, le sentiment de liberté absolue, c'était irrésistible. Ce jour-là, le temps était parfait pour l'ascension, du moins jusqu'à ce que tout bascule en un instant. Ce qui devait être une montée presque tranquille s'est transformé en cauchemar lorsqu'une avalanche s'est déclenchée soudainement. Le bruit, je m'en souviendrai toujours, c'était comme si la montagne elle-même rugissait. Le grondement de la neige qui dévalait à toute vitesse, et moi, impuissant, pris dans ce tourbillon blanc. Je n'ai pas eu le temps de réagir. En quelques secondes, j'étais projeté dans un ravin. J'ai chuté violemment sur une corniche, percutant la paroi rocheuse avec mon épaule. Le souffle coupé, la douleur fulgurante dans ma jambe, et cette neige qui continuait à tomber autour de moi comme un rideau oppressant. Quand tout s'est enfin arrêté, j'étais là, seul, à moitié enseveli, complètement désorienté. Ma première pensée a été « Je suis foutu ». La radio ne fonctionnait plus, et j'étais blessé. Bouger était un calvaire. Chaque mouvement envoyait des vagues de douleur dans ma jambe. Je me suis senti terriblement vulnérable. Seul face à la montagne, face à ce vide glacé. L'angoisse m'a submergé. Je savais que personne ne savait exactement où je me trouvais. C'était juste moi et la montagne. Mais, quelque chose a changé. Lentement, une sensation étrange m'a envahi. Ce n'était pas juste l'adrénaline, c'était plus palpable. Une présence, discrète mais constante, est apparue. Elle n'était pas visible, elle n'a rien dit, mais c'était comme si je n'étais plus seul. C'est difficile à expliquer, mais cette sensation m'a calmé. Je me suis concentré sur cette impression de ne pas être seul dans ce gouffre. Et étrangement, c'est à ce moment-là que j'ai su quoi faire. Avec cette présence presque rassurante, mes pensées se sont clarifiées. Elle m'a fait comprendre que je devais d'abord essayer de libérer ma jambe, même si la douleur était insupportable. Et, comme par instinct, je me suis mis à bouger avec des gestes plus précis, plus efficaces. Peu à peu, j'ai réussi à me dégager de la neige. Ensuite, cette force semblait me pousser, littéralement, à bouger. Chaque fois que je ralentissais ou que je pensais m'arrêter, je ressentais comme un léger courant, un murmure intérieur qui me disait d'avancer, de ne pas abandonner. J'ai suivi cette impulsion, m'appuyant sur la paroi pour me hisser vers un endroit plus sûr, hors de portée de l'avalanche. Tout en haut, une petite grotte s'est ouverte devant moi, comme un miracle. Là, je me suis réfugié. Je suis resté là plusieurs heures, à attendre que la tempête se calme, toujours en ressentant cette présence à mes côtés. Elle ne m'a jamais quitté jusqu'à ce que j'entende finalement des voix dans la vallée. C'était l'équipe de secours, qui avait suivi mes traces. À ce moment précis, cette présence a disparu, comme si sa mission était accomplie. J'ai essayé de raconter aux secouristes ce que j'avais vécu, mais ils ont juste souri, pensant que le choc m'avait fait halluciner. Pourtant, je sais ce que j'ai ressenti. Cette entité, qu'elle soit réelle ou une création de mon esprit, m'a sauvé la vie ce jour-là. Un jour, je me suis retrouvé perdu au milieu d'une forêt, à au moins 10 miles de la route la plus proche. J'étais dans un état désespéré, presque mortellement blessé. J'avais dévalé une pente rocheuse et m'étais ouvert profondément sur une pierre tranchante. Pour ajouter à cela, j'avais failli me faire piétiner par un cerf effrayé, ce qui avait encore aggravé mes blessures. Épuisé et désorienté, j'essayais de trouver une sortie, de m'accrocher à la moindre lueur d'espoir. C'est alors que j'ai aperçu une silhouette familière à travers les arbres. Je distinguais vaguement la forme et les couleurs d'un camarade militaire, quelqu'un de mon ancienne unité. Sans trop réfléchir, je me suis mis à le suivre, tentant désespérément d'établir le contact, de lui crier de m'attendre. Je courais derrière lui, à bout de force, mais motivé par l'espoir que cette personne me guiderait vers la sécurité. À ce moment-là, mes blessures me semblaient secondaires, comme si ma seule préoccupation était de ne pas perdre de vue cette silhouette. Pendant ce qui m'a semblé être quelques minutes, je continuais à le suivre, ne pensant qu'à lui rattraper. Étrangement,
Au fur et à mesure que je courais, mes symptômes d'anémie semblaient s'atténuer, mon esprit se clarifiait peu à peu. C'est à ce moment-là que deux pensées me frappèrent de plein fouet. Premièrement, j'avais quitté l'armée depuis plusieurs années. Deuxièmement, j'étais désormais sur une autoroute, bien loin de l'endroit où je m'étais perdu. Je me suis arrêté net, réalisant que je n'avais plus aucune trace de ce « Marine » que je poursuivais. Il n'y avait personne. Je regardais autour de moi, cherchant des indices, mais il s'était volatilisé. Toujours un peu sous le choc, j'ai rapidement été pris en charge à l'hôpital où mes blessures ont été soignées. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Depuis ce jour-là, chaque matin, juste après mon réveil, il y a ce moment étrange et troublant où je le vois à nouveau. Ce même homme, accroupi dans mon angle mort, comme s'il m'observait en silence. À chaque fois, je m'assois brusquement dans mon lit, et à ce moment-là, ce n'est plus qu'une illusion, souvent mon chat, Mittens, qui occupe cet espace. Mais même quand Mittens est absent, je ressens cette présence. Ce Marine silencieux, celui qui m'avait conduit à l'autoroute, est toujours là, dans cette même position, juste hors de mon champ de vision. Je ne sais pas qui il est ni pourquoi il continue de m'apparaître. Était-il une hallucination due à la perte de sang, un souvenir d'un temps révolu, ou autre chose, quelque chose d'inexplicable? Je n'ai jamais trouvé de réponse. Mais chaque matin, pendant une fraction de seconde, il est là. Ce n'est pas mon histoire, mais celle de mon père. Il se trouvait seul à bord d'un bateau quelque part au large des côtes anglaises, dans les années 50. Il y avait une tempête terrible ce jour-là, une de celles qui vous fait craindre le pire à chaque instant. Les vagues étaient gigantesques, et à un moment donné, une secousse violente l'a projeté au sol. Impossible de se relever, encore moins de reprendre le gouvernail. Il était blessé, épuisé, et la situation semblait désespérée. C'est alors que, selon lui, deux hommes sont apparus de nulle part. Ils ont pris le contrôle du bateau, manœuvrant à travers les vagues comme s'ils en avaient l'habitude. De temps en temps, l'un d'eux lui parlait, le rassurant en lui disant qu'il allait s'en sortir, qu'il n'avait rien à craindre. Mon père, toujours allongé, à moitié conscient, ne pouvait pas comprendre comment ces hommes étaient montés à bord en pleine tempête. Il était certain qu'il était seul en mer quand la tempête l'avait frappé. Pourtant, il les voyait, il les entendait, avec une clarté troublante. Il se souvient avoir sombré dans une sorte de demi-sommeil, bercé par la voix rassurante de ces mystérieux marins. À un moment donné, tout s'est apaisé, et il a perdu la notion du temps. Le lendemain matin, il a été réveillé par d'autres voix, mais cette fois-ci, c'était celle des gardes-côtes. Leur bateau était amarré à côté du sien, et ils avaient l'air abasourdis de le trouver vivant. D'après eux, il n'aurait jamais dû survivre à la tempête, et surtout, il ne devrait pas être à cet endroit précis. Il était gravement blessé, trop affaibli pour avoir pu manœuvrer seul. De plus, sa dernière position rapportée indiquait qu'il avait été porté disparu, présumé mort. Le fait qu'il l'ait trouvé là, indemne malgré tout, relevait presque du miracle. Mon père a toujours été un homme terrax en grave terre, mais cet événement l'a profondément marqué. Pendant des années, il a essayé de comprendre comment ces deux hommes avaient pu monter à bord et le sauver. Chaque fois qu'il repensait à cette nuit, une idée lui revenait sans cesse. Et si ces hommes n'étaient pas de simples marins égarés? Et s'il avait croisé la route de ces anges gardiens, venus le tirer de cette tempête infernale? Il n'a jamais trouvé de réponse, mais une chose est certaine, ces deux hommes, quels qu'ils soient, lui ont sauvé la vie ce soir-là. J'étais parti tôt ce matin-là. C'était censé être un simple trajet de 2 heures à travers les montagnes pour aller rendre visite à mes parents. J'ai pris cette route des dizaines de fois sans jamais rencontrer de problème, mais ce jour-là, quelque chose était différent. La météo avait été capricieuse toute la semaine, et bien que le ciel soit dégagé, la route était encore humide des pluies de la veille. J'ai peut-être roulé un peu trop vite en approchant de ce virage serré. C'est arrivé si vite. Les pneus ont glissé, et avant que je ne comprenne ce qui se passait, la voiture a quitté la route, dévalant une pente abrupte. L'impact a été brutal. La voiture a fait plusieurs tonneaux avant de s'arrêter, écrasée contre un arbre. Je me souviens d'avoir ouvert les yeux,
ma tête me tournant, le goût métallique du sang dans ma bouche. J'étais coincé. Mon corps était bloqué par le tableau de bord qui s'était effondré sur mes jambes. Le silence autour de moi était terrifiant. Pas une âme à l'horizon. J'ai tenté d'attraper mon téléphone, mais il était hors de portée, quelque part dans l'habitacle déformé. J'étais seul, dans cette voiture brisée, et l'idée de ne pas être retrouvé avant des heures, voire des jours, commençait à m'envahir. La panique montait, je pouvais sentir mon souffle devenir court, mes pensées s'embrouiller. C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Une présence, calme, apaisante. Pas visible, mais présente, comme une ombre silencieuse qui veillait sur moi. Au lieu de céder à la peur, j'ai senti une étrange clarté m'envahir. Cette sensation m'a donné le sentiment que je n'étais pas complètement seul dans cet enfer de métal tordu. Guidé par cette impression, j'ai commencé à bouger. C'était douloureux, mais chaque fois que je voulais m'arrêter, une sorte de voix intérieure me disait de continuer. J'ai réussi à dégager mon bras coincé sous le siège et à atteindre la boîte à gants où se trouvait un vieux couteau suisse. Il m'a fallu des minutes interminables pour couper la ceinture de sécurité qui me coinçait. J'ai ensuite rampé vers la portière passager, qui semblait moins écrasée. C'est là que cette présence m'a donné l'impression que je devais pousser encore une fois, juste une fois, pour l'ouvrir. Quand la porte s'est finalement ouverte, je me suis écroulé au sol, sentant pour la première fois l'air frais sur mon visage. J'ai rampé quelques mètres, épuisé mais vivant. La présence s'est alors évanouie, comme si sa mission était accomplie. Je suis resté allongé dans l'herbe jusqu'à ce qu'un conducteur passe, plus tard, et appelle les secours. Je suppose qu'on pourrait appeler ça un syndrome de la troisième personne, une expérience de sortie du corps, ou un mélange étrange des deux. J'étais dans la vingtaine, tout juste marié, quand mon mari a été frappé par une grave maladie, entraînant une défaillance d'organes. C'était soudain, brutal, et tout est allé très vite. Je me suis retrouvé face à une décision inimaginable, devais-je retirer son assistance vitale? Je me souviens de m'être effondré, submergé par la peur et la douleur, incapable de penser clairement, comme si le monde autour de moi s'effritait. C'est à ce moment-là que quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis senti sortir de mon corps, flotter au-dessus de la chambre d'hôpital, observant la scène depuis un point de vue que je n'aurais jamais imaginé. Là, depuis cette hauteur, je me voyais, assise à côté de mon mari inconscient, dans cette chambre silencieuse et froide de l'unité de soins intensifs. Mais je n'étais pas seul. À côté de moi, il y avait une figure, quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant, mais qui dégageait une aura de calme et de réconfort. Il ressemblait à un frère bienveillant, ou du moins c'est ainsi que je le percevais. Ses bras étaient posés autour de mes épaules, et il me murmurait doucement que laisser partir mon mari était la bonne chose à faire. C'était surréaliste, mais en même temps, terriblement apaisant. Cet homme ne parlait pas avec autorité ou jugement, mais avec une profonde empathie. Il ne me forçait pas à prendre une décision, il me guidait simplement vers ce que je savais, au fond de moi, être la meilleure chose à faire. Et malgré la terreur et la tristesse de ce moment, cette vision, cette présence, m'a apporté un sentiment de paix que je ne peux pas expliquer. C'était comme si tout à coup, une partie du poids qui m'écrasait la poitrine s'était allégée. Ce qui est particulièrement étrange dans cette expérience, c'est que je suis une personne extrêmement rationnelle. Ceux qui me connaissent savent à quel point je m'appuie sur la science, la logique et le concret. Je ne suis pas du genre à croire aux phénomènes surnaturels ou aux expériences mystiques. Et pourtant, cette sensation, cette vision, était aussi réelle pour moi que le sol sous mes pieds, que l'air que je respirais. Quand je suis revenu dans mon corps, ce calme que j'avais ressenti là-haut m'a accompagné. Je savais ce que je devais faire, même si c'était la décision la plus difficile de ma vie. Le visage de cet homme, sa présence rassurante, sont restés avec moi, me rappelant que parfois, il y a des choses que l'on ne peut ni expliquer ni comprendre pleinement, mais qui sont tout aussi réelles. Je ne sais pas vraiment qui était cet homme, ni pourquoi je l'ai vu. Peut-être que c'était une manifestation de mon propre esprit, une manière pour mon subconscient de me guider à travers cette épreuve. Ou peut-être que, comme certains l'ont suggéré, c'était une sorte d'intervention bienveillante. Tout ce que je sais, c'est que, dans cet instant de profond désespoir,
cette figure m'a aidé à prendre une décision avec laquelle je pourrais vivre, aussi dévastatrice qu'elle fut. Être coincé dans un sous-marin au fond de l'océan, c'est une expérience que je ne souhaite à personne. Quand tout a commencé, on ne s'y attendait pas. Ce devait être une mission de routine, une exploration à quelques centaines de mètres de profondeur. Le sous-marin était petit, conçu pour des missions scientifiques, avec juste assez de place pour l'équipage et les instruments. On avait repéré une zone riche en faune sous-marine à explorer. Mais ce jour-là, la mer avait d'autres plans pour nous. Tout s'est passé si vite. Une avarie mécanique, d'abord légère, puis grave, jusqu'à ce que le sous-marin se mette à plonger de façon incontrôlable. Nous étions déjà à une profondeur importante quand la panne principale a frappé. Le moteur s'est éteint, et avec lui, tous les systèmes vitaux du sous-marin. Nous avons sombré dans les abysses, la coque craquant sous la pression immense. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Les lumières d'urgence étaient faibles, et le capitaine nous a vite fait comprendre que la situation était critique. L'équipage a tout fait pour stabiliser le sous-marin, mais rapidement, une infiltration d'eau a commencé à se faire sentir. La panique montait. Le seul espoir était le sas d'évacuation, mais il n'y avait qu'un sas fonctionnel. L'idée de quitter cet abri de métal pour affronter l'obscurité totale de l'océan me terrifiait, mais c'était notre seule chance. Les autres se sont organisés pour sortir, un par un. Puis mon tour est venu. Je me suis retrouvé seul dans une partie inondée du sous-marin, à moitié immergé, les pieds trempant dans l'eau glacée qui montait lentement. J'essayais de garder mon calme, mais c'était difficile. Le froid, l'obscurité, l'absence totale de bruit sauf celui de mon souffle irrégulier, tout me disait que c'était fini. J'étais désorienté, incapable de retrouver le chemin vers le sas d'évacuation. Tout se ressemblait dans ce labyrinthe de métal. Et c'est là que j'ai senti cette chose étrange. Une présence. D'abord subtile, comme une ombre qui ne fait pas de bruit. Mais cette ombre ne me quittait pas. Elle était là, tout près. J'aurais dû avoir peur, mais étrangement, cette présence m'a calmé. C'était comme si elle me disait, ne panique pas. Tu vas t'en sortir. Pas de mots, mais une sensation. Elle me poussait à bouger, à suivre un chemin que je ne pouvais pas voir. Ma respiration, jusque-là haletante, s'est apaisée. Cette force m'a orienté, m'a fait prendre des directions que je n'aurais jamais pensées. Je rampais presque dans l'eau qui montait, aveuglé par l'obscurité, mais chaque fois que je doutais, que je pensais faire demi-tour, cette présence me donnait la certitude que j'étais sur la bonne voie. Elle m'a guidé dans des couloirs inondés, me faisant contourner des obstacles et des débris qui auraient pu m'emprisonner. Je me sentais comme dans une transe, m'abandonnant totalement à cette sensation. C'était étrange, mais apaisant à la fois. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai finalement trouvé le sas d'évacuation. Mes mains tremblaient en manipulant les commandes, mais la porte s'est ouverte. Je me suis glissé dans le sas, mes poumons brûlant à cause de l'air vicié, et j'ai enclenché la procédure d'éjection. La pression a soudainement changé, et le sas m'a propulsé vers la surface. J'ai senti l'eau froide m'envelopper, et tout est devenu calme. À ce moment précis, la présence a disparu. Comme si elle n'avait jamais existé. Mais je savais que sans elle, je n'aurais jamais trouvé la sortie. Quelques minutes plus tard, des lumières m'ont ébloui. L'équipe de secours avait repéré la capsule de sauvetage. On m'a hissé hors de l'eau, tremblant et à bout de force, mais vivant. Je n'ai jamais pu expliquer ce que j'ai ressenti là-bas. J'ai souvent réfléchi à cette présence. Était-ce mon esprit, une hallucination née du stress et du manque d'oxygène? Ou y avait-il réellement quelque chose, quelqu'un, qui veillait sur moi? Je ne le saurai probablement jamais, mais ce que je sais, c'est que cette présence m'a sauvé la vie. J'ai traversé une période où j'étais gravement malade, et personne ne comprenait ce qui m'arrivait. En fin de compte, il s'est avéré que c'était une infection dentaire qui s'était propagée à mon cerveau, causant une inflammation cérébrale, mais à l'époque, c'était un mystère médical. Je m'étais rendu aux urgences à plusieurs reprises, et à chaque fois, ils m'avaient renvoyé chez moi en disant que tout allait bien. Pourtant,
je savais que quelque chose clochait. Mon corps et mon esprit me lançaient des signaux d'alarme, mais personne ne pouvait confirmer que j'étais réellement malade. J'avais cette impression de mauvais présage, un sentiment profondément ancré que la situation était bien plus grave qu'on ne le pensait. J'étais désespéré à l'idée de ne pas pouvoir mourir, surtout parce que mon fils avait encore besoin de moi. Ma capacité à communiquer s'effritait, et je me retrouvais piégé dans mon propre corps, à lutter contre une sorte de voile qui obscurcissait ma pensée. Ce que je vivais, je n'avais pas de mots pour le décrire. C'était une vision ou peut-être un sentiment, quelque chose que je ressentais dans mon esprit, pas avec mes yeux. À ma droite, il y avait cette image récurrente d'une sorte de grotte sombre. Je ne savais pas ce qu'elle représentait, mais la noirceur qui en émanait s'approchait de plus en plus à mesure que je m'affaiblissais. C'est dans ces moments où je me sentais la plus proche de la mort que quelque chose d'inexplicable est arrivé. Une voix m'a parlé. Une voix que je n'avais jamais entendue auparavant dans ma vie. Elle est apparue à 2 reprises, toujours au cœur de mes instants de plus grand désespoir. C'était une voix féminine, douce mais assurée, et elle semblait appartenir à une femme d'une 60aine d'années, venant probablement du sud profond des États-Unis. Elle m'a appelé « Baby Girl » d'un ton maternel, presque comme une grand-mère réconfortante qui veillerait sur moi. Ce qu'elle m'a dit était plein de sagesse et de bienveillance. Elle me guidait, m'offrait des conseils, et tout ce qu'elle disait était juste. Elle me rappelait des choses que je n'avais même pas envisagées moi-même. C'était comme si elle savait exactement ce dont j'avais besoin à ces moments précis, et à chaque fois que je l'entendais, c'était comme une bouée de sauvetage au milieu de mon océan de confusion. Au début, j'ai pensé que mon esprit, désespéré de trouver du soutien, avait inventé cette figure maternelle imaginaire, cette grand-mère dont j'avais tant besoin. Après tout, j'étais seul dans ma lutte, et je n'avais personne à qui m'accrocher. Quand l'infection a finalement été diagnostiquée et traitée, et que mon état a commencé à s'améliorer, j'ai mis cette voix sur le compte d'une hallucination due à la fièvre et à l'infection. Mais lors d'une séance avec ma thérapeute, en lui racontant l'histoire, elle m'a demandé « Et si tu étais si malade que le voile entre ce monde et un autre s'était aminci, te permettant de recevoir de véritables messages ?» Cela m'a fait réfléchir. Quelle était la probabilité qu'une hallucination due à une infection soit non seulement réconfortante et pleine de soutien, mais aussi si précise, et qu'elle ne se manifeste que dans mes moments de plus grande détresse? C'est là que j'ai découvert ce qu'on appelle le facteur du troisième homme ou syndrome du troisième homme. C'est un phénomène où des personnes en situation de survie critique ressentent la présence d'une entité qui les guide et les soutient. J'ai commencé à me demander si cette mystérieuse voix faisait partie de cette expérience, si, d'une manière ou d'une autre, j'avais touché à quelque chose de plus grand, quelque chose d'inexplicable mais réel. À ce jour, je ne sais pas avec certitude si cette voix était le produit de mon esprit malade ou une aide venue d'ailleurs. Mais je sais que, dans mes heures les plus sombres, elle était là pour moi, et elle m'a aidé à m'accrocher alors que tout semblait sur le point de s'effondrer. C'était l'été 2009, un de ces étés où l'air est lourd, presque palpable, et où chaque moment semble s'étirer, dilaté par la chaleur et le rythme lent des vacances. Mon amant et moi avions décidé de partir quelques jours dans un chalet isolé, au cœur des montagnes, loin de tout. Nous avions besoin de cette échappée, juste nous deux, loin du tumulte de la ville, pour se retrouver, se reconnecter. L'endroit était parfait, une petite cabane en bois rustique, perchée près d'un lac, avec une vue imprenable sur les forêts environnantes. La paix et la tranquillité semblaient imprégner chaque recoin de cet endroit. C'est lors de la 2e nuit, alors que le crépuscule tombait doucement, que mon amant a proposé de prendre de la MDMA, ou Molly comme il l'appelait. Je n'avais jamais vraiment essayé ce genre de choses, mais je lui faisais confiance. Il avait l'air si sûr de lui. « Ne t'inquiète pas », m'avait-il dit avec un sourire charmeur, « je gère. » J'ai accepté, un peu curieuse, un peu nerveuse, mais confiante qu'il savait ce qu'il faisait. Il s'avère qu'il ne savait absolument pas ce qu'il faisait. Au lieu de la dose habituelle, il nous a servi une quantité beaucoup trop forte. 4 fois plus, pour être exact. Et à partir de là, les choses ont commencé à déraper, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Au début, c'était juste une vague de chaleur, un sentiment d'euphorie, une sensation de bien-être qui montait en moi, enveloppant tout. Le monde semblait doux, cotonneux,
et même la lumière des étoiles dehors semblait plus brillante, plus vivante. Mon corps vibrait d'énergie, et tout autour de moi prenait une teinte légèrement surréaliste. Mais peu de temps après, les sensations ont basculé. Tout devenait trop intense, trop rapide, et je ne pouvais plus suivre. Mon cœur battait à toute allure, et mon esprit était envahi par une multitude de pensées qui se bousculaient, se chevauchaient, sans aucune logique. À chaque seconde, je me sentais glisser un peu plus loin de la réalité. C'est là que ça a commencé, cette étrange sensation qu'il y avait quelqu'un d'autre avec nous dans le chalet. Au début, je l'apercevais seulement du coin de l'œil, une silhouette floue, toujours à la périphérie de mon champ de vision. Une présence familière, mais insaisissable. Étrangement, je n'avais pas peur. En fait, ça m'apaisait presque. Je savais que cette silhouette, cette troisième personne, n'était pas réelle, mais je sentais que je la connaissais. Et ce qui était encore plus troublant, c'est que cette présence me semblait être celle d'un vieil ami de lycée, quelqu'un avec qui j'avais perdu contact depuis longtemps, mais qui avait toujours occupé une place spéciale dans mon cœur. Il ne disait rien. Il était simplement là, toujours à la limite de ma perception, comme un vieux fantôme bienveillant. Malgré l'intensité de ce que je vivais, sa présence, bien que déroutante, était étrangement réconfortante. C'était comme s'il veillait sur moi, silencieux, mais rassurant, me rappelant de rester calme, de ne pas me laisser emporter par la panique. Je savais que nous n'étions que deux dans ce chalet. Mais cette sensation, aussi étrange soit-elle, m'aidait à garder un semblant de lucidité. Pendant que mon amant semblait perdre complètement pied, pris dans ses propres délires, cette présence m'aidait à rester un peu plus ancré dans la réalité. J'avais l'impression qu'il me guidait, me tenant la main d'une certaine manière, me soufflant des pensées rassurantes sans jamais prononcer un mot. Les heures passaient, interminables, confuses, entrecoupées de moments de lucidité et de flots d'émotions incontrôlables. Chaque son, chaque mouvement semblait amplifié à l'extrême, mais à chaque instant où je pensais perdre le contrôle, cette silhouette revenait, et sa présence me ramenait à moi-même. Ce n'est qu'au lever du jour, lorsque les premières lueurs du soleil ont traversé les rideaux fins du chalet, que l'effet a enfin commencé à s'estomper. La silhouette a disparu avec la lumière, aussi silencieusement qu'elle était apparue. Mon corps était épuisé, mon esprit encore flou, mais je me sentais étrangement en paix. Je n'ai jamais su pourquoi j'avais ressenti la présence de cet ami particulier, ni pourquoi elle m'avait semblé si réelle. Mais d'une manière ou d'une autre, il avait été là, ou du moins, l'idée de lui, et cette idée avait suffi à me garder à flot pendant cette nuit qui aurait pu très mal tourner. Mon père a eu un accident avec un train alors qu'il conduisait un camion-benne. Il n'y avait ni barrière ni feu de signalisation à ce passage à niveau, et la voie ferrée était située juste après un virage. Quand il a aperçu le train, il a freiné d'urgence, mais le poids de la cargaison de terre a poussé le camion sur les rails. En quelques secondes, le train a percuté le camion de plein fouet, le réduisant en miettes et projetant les débris sur une route voisine. Le camion était complètement écrasé. Les témoins de la scène, des ouvriers de chantier qui travaillaient non loin de là, pensaient qu'il n'y avait aucune chance de retrouver mon père vivant dans cet amas de ferraille. Pourtant, ce qui s'est passé ensuite est encore plus difficile à expliquer. Selon plusieurs de ces ouvriers, un homme gigantesque, mesurant près de 2,5 mètres, est soudainement apparu. Ils l'ont vu s'approcher du camion, comme s'il savait exactement ce qu'il devait faire. Avec une force incroyable, il a arraché la porte du côté conducteur, dégageant mon père de la tôle broyée. D'un geste presque instinctif, il l'a traîné jusqu'au bord de la route, loin des débris et des dangers immédiats. Puis, sans dire un mot, il s'est retourné et a tranquillement disparu dans les bois environnants. Les ouvriers étaient stupéfaits. Ils ne comprenaient pas d'où cet homme était venu, ni comment il avait pu accomplir un tel exploit. Ils étaient formels, aucun d'eux n'avait jamais vu quelqu'un d'une telle taille, ni d'une telle force, et ils ne parvenaient pas à expliquer comment une personne seule avait pu arracher une porte de camion et tirer mon père aussi facilement, comme s'il ne pesait rien. Quand les secours sont arrivés, mon père était grièvement blessé, mais en vie, contre toute attente. Les ouvriers leur ont raconté ce qu'ils avaient vu, mais personne n'a jamais retrouvé la trace de cet homme mystérieux. Pas de témoignages supplémentaires, pas d'empreintes, rien qui ne puisse expliquer comment il s'était volatilisé dans les bois.
Mon père, quant à lui, n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé entre le moment où il a freiné et celui où il a repris conscience sur le bas-côté. Tout ce qu'il sait, c'est que quelqu'un ou quelque chose l'a sauvé ce jour-là. Et bien que personne ne puisse dire exactement qui était cet homme, il est clair qu'il est apparu comme une ombre bienveillante, juste à temps pour le sortir de ce qui aurait pu être son dernier voyage. Le désert, c'est un monde à part. Immense, infini, il t'engloutit sans que tu t'en rendes compte. Ce n'était pas ma première randonnée dans des conditions extrêmes, mais je n'avais jamais rien affronté d'aussi implacable. Je m'étais préparé, j'avais de l'eau, une carte, un GPS. Mais tout ça, c'est inutile quand la technologie te lâche et que le soleil te martèle sans répit. Je marchais depuis 2 jours, et j'étais déjà bien plus fatigué que je ne l'aurais cru. Le désert dévore ton énergie à une vitesse folle. Le 3e jour, le GPS a cessé de fonctionner. La batterie morte. Ensuite, c'est l'eau qui a commencé à manquer. Je me disais que je retrouverais mon chemin, que je ne paniquerais pas, mais plus les heures passaient, plus cette certitude s'effondrait. Les dunes se ressemblaient toutes, chaque direction me semblait la même. C'est au crépuscule, alors que je titubais, que j'ai senti une ombre me suivre. Je ne saurais dire à quel moment précis elle est apparue, mais soudain, je n'étais plus seul. Comme un souffle derrière moi, comme un compagnon silencieux qui avançait à mon rythme. Cette présence ne disait rien, mais je la sentais, constamment, comme un guide. Elle m'a poussé à continuer à marcher, alors que j'étais prêt à m'effondrer. Mes lèvres étaient gercées, ma gorge en feu, mais quelque chose dans cette présence m'empêchait de sombrer dans le désespoir. Elle me disait, d'une certaine façon, que je n'étais pas encore au bout, que je devais continuer. Et puis, à l'aube, je l'ai vu. Un mirage, pensais-je d'abord. Mais non, c'était bien un oasis. L'eau, les palmiers, la vie. Je ne sais pas comment je l'ai trouvée, mais au moment où j'ai touché l'eau, cette présence s'est envolée. Comme si elle m'avait accompagné juste assez loin pour me sauver, avant de disparaître. Je n'oublierai jamais cette nuit. Tout semblait si calme avant que l'enfer ne se déchaîne. L'embuscade a frappé sans prévenir. Des tirs venaient de toutes les directions, et en quelques secondes, le chaos a pris le dessus. Mon unité s'est dispersée dans le noir, chacun cherchant à se couvrir sous les hurlements des balles et des explosions. J'ai couru, mon fusil serré dans les mains, le cœur battant si fort que j'en avais mal à la poitrine. La terre tremblait sous mes pieds, et autour de moi, tout n'était que poussière et cris. Puis, un impact violent. Une explosion m'a projeté à terre. Je me suis réveillé, sonné, dans ce qui semblait être un no man's land, séparé du reste de mon unité. J'étais seul, pris en étau entre nos lignes et celles de l'ennemi, sans moyen de communication. Je saignais, légèrement blessé au flanc, mais ce qui me terrifiait le plus, c'était le silence. Ce silence qui me faisait comprendre que j'étais vulnérable, coincé derrière les lignes ennemies. Je me suis glissé dans un creux, tentant de reprendre mes esprits, mais l'angoisse montait. Qu'est-ce que j'allais faire? Bouger signifiait prendre le risque de me faire repérer, mais rester là n'était pas une option. J'essayais de réfléchir, mais mes pensées s'entrechoquaient dans ma tête. Et c'est là que quelque chose a changé. Je me suis senti observé. Pas par l'ennemi, mais par quelque chose d'autre. Quelque chose de rassurant. Comme si un camarade invisible m'avait rejoint dans cette tranchée improvisée. Je me souviens très bien de ce moment. Ce n'était pas une présence physique, je ne voyais personne, mais je sentais que je n'étais plus seul. Cette présence me donnait du courage. Ce n'était pas de la bravoure guerrière, mais une force tranquille, presque bienveillante. Elle ne m'a pas parlé, mais elle m'a fait comprendre ce que je devais faire. Lentement, je me suis mis à ramper, suivant un chemin que je n'aurais jamais osé prendre seul. Je ne sais pas combien de temps j'ai rampé, ni comment j'ai évité les patrouilles ennemies, mais chaque fois que je sentais le doute me submerger, cette présence me poussait à avancer un peu plus loin, à ne pas m'arrêter. J'ai traversé des champs de barbelés, contourné des ruines, et je m'enfonçais toujours plus loin derrière les lignes ennemies. Mon instinct aurait dû me paralyser de peur, mais cette présence me guidait,
comme si elle savait où il fallait aller. Puis, après des heures qui me semblèrent interminables, j'ai aperçu la lumière vacillante d'une torche. Nos hommes. Ils m'ont attrapé et tiré dans un abri de fortune. Je n'avais plus de force, mais j'étais sauf. Au moment où j'ai franchi la porte de cette tranchée, la présence s'est estompée, disparaissant aussi discrètement qu'elle était venue. Les gars de mon unité m'ont demandé comment j'avais fait pour éviter les patrouilles, pour revenir en vie. J'ai juste souri, incapable de leur expliquer. Ce n'était pas seulement de la chance. Quelque chose m'avait aidé, j'en suis convaincu. Sans cette présence à mes côtés cette nuit-là, je n'aurais pas survécu. Je me souviens avoir senti une légère secousse, au début presque imperceptible. Les séismes, on en entendait souvent parler, mais personne ne s'attendait à ce que ça devienne aussi violent. En quelques secondes, tout a basculé. Le sol s'est mis à trembler avec une telle force que les murs semblaient onduler. J'étais dans un immeuble de bureaux en plein centre-ville, au 3e étage, et quand le tremblement de terre a vraiment frappé, tout est devenu chaotique. Des morceaux de plafond s'effondraient, les meubles volaient dans tous les sens, et les gens hurlaient en courant dans toutes les directions. J'ai tenté de me diriger vers les escaliers de secours, mais une partie du mur s'est effondrée juste devant moi. Je n'avais plus le temps de réfléchir. J'étais coincé, pris au piège sous des débris, incapable de bouger. Mon corps était couvert de poussière, mes poumons brûlaient à cause de la fumée et des éclats de matériaux. C'était comme si le monde entier s'écroulait autour de moi. La panique me gagnait rapidement. J'avais l'impression que c'était la fin. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. Au milieu de ce chaos total, j'ai senti une présence. Ce n'était pas une voix, ni une vision, mais une sensation apaisante qui semblait m'envelopper. C'était comme un guide silencieux, qui me disait « Ne bouge pas, attends ». J'ai senti une vague de calme m'envahir, ce qui était totalement contraire à ce que j'aurais dû ressentir dans cette situation. Je n'avais plus de contrôle, mais cette force me montrait ce que je devais faire. J'ai écouté. J'ai ralenti ma respiration, conservé mon énergie, et essayé de ne pas paniquer. Il y avait une poche d'air juste au-dessus de moi, et cette présence semblait m'indiquer de rester immobile, de ne pas tenter de me dégager tout de suite. J'ai attendu, immobile, tandis que les secousses diminuaient peu à peu. Après ce qui m'a semblé des heures, j'ai entendu des voix, des secours qui cherchaient des survivants. Je voulais crier, mais la poussière me coupait la voix. Mais encore une fois, cette présence m'a poussé à agir calmement. J'ai frappé doucement contre un morceau de béton près de moi, plusieurs fois, comme si la force me disait de garder un rythme. Finalement, ils m'ont entendu et m'ont dégagé des décombres. Quand on m'a sorti de là, épuisé mais vivant, j'ai senti cette présence disparaître, comme si elle avait fini sa mission. J'ai toujours pensé que quelqu'un ou quelque chose m'avait protégé ce jour-là, me guidant à travers l'angoisse pour que je survive. Et encore aujourd'hui, je me demande ce qui m'a vraiment sauvé sous ces tonnes de gravats. Je n'avais jamais imaginé à quel point le silence pouvait être terrifiant jusqu'à cette expédition en Antarctique. Ce n'est pas le genre de silence apaisant qu'on trouve en forêt ou dans un désert, c'est un silence qui pèse, qui étouffe, où même tes propres pensées semblent résonner dans le vide. L'air est si froid que chaque respiration brûle ta gorge, et tout ce blanc autour de toi devient vertigineux, presque hypnotique. On avait étudié les cartes, on connaissait les risques, mais rien ne te prépare vraiment à être coincé dans une tempête de neige en plein milieu de nulle part. Ça faisait déjà 3 jours qu'on campait dans cette plaine glacée. Le but était de poser des balises pour nos relevés scientifiques, mais la météo avait décidé de ne pas coopérer. Le vent soufflait en rafales violentes, secouant la tente comme si elle était prête à se déchirer à tout moment. Le soir, alors que je sortais pour vérifier l'équipement, tout s'est effondré. Une tempête, bien plus forte que prévu, a frappé. En moins de 2 minutes, je ne voyais plus rien. L'horizon avait disparu, avalé par une mer de flocons qui tourbillonnait autour de moi. Je criais les noms de mes compagnons, mais le vent dévorait mes appels. J'ai tenté de revenir à la tente, mais je ne pouvais plus m'orienter. Mon instinct de survie me disait de ne pas paniquer, mais le froid, cette morsure glaciale qui s'infiltre sous ta peau, rend la pensée rationnelle impossible.
Et puis, c'est arrivé. Je ne l'ai pas senti venir immédiatement, mais à un moment, je me suis rendu compte que je n'étais plus seul. Une présence, à côté de moi. Pas physique, mais bien là, juste à mes côtés. Il n'y avait pas de voix, pas de mots, mais une impression claire que quelqu'un était là, m'accompagnant dans cette étendue déserte. C'était comme si une force m'entourait, une énergie protectrice qui m'empêchait de sombrer dans la panique. Je ne sais pas pourquoi, mais à cet instant, je me suis senti étrangement calme. Je savais que j'étais perdu, mais cette présence m'a donné la certitude que je ne l'étais pas autant que je le croyais. Mes jambes ont recommencé à avancer, un pas après l'autre, sans vraiment savoir où je me dirigeais. La tempête continuait de rugir, le froid me mordait toujours, mais je n'étais plus terrifié. C'était comme si on me guidait, lentement, sans se presser. Chaque fois que je pensais ralentir ou m'arrêter, une poussée invisible me poussait en avant. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché. Le temps devient flou dans ces moments-là. À un certain point, j'ai commencé à percevoir une ombre dans le blizzard. C'était notre balise de communication. Comment j'y étais arrivé? Impossible de le dire. Mais là, juste devant moi, l'équipement en métal reflétait faiblement la lumière de ma lampe frontale. Je n'y croyais pas. En me rapprochant, j'ai aperçu la tente, à peine visible, couverte de neige. Et alors, comme si de rien n'était, cette présence s'est évaporée. Plus rien. Juste moi, seul dans la tempête, mais cette fois à quelques mètres du refuge. Je suis entré dans la tente, tremblant, glacé, mais sauf. Mes compagnons m'ont regardé, soulagés de me voir, mais je n'ai jamais parlé de ce qui s'était passé dehors. Je ne sais pas si j'aurais pu leur expliquer. Peut-être que c'était juste mon cerveau qui avait créé cette illusion pour me sauver. Ou peut-être que quelque chose ou quelqu'un veillait sur moi. Ce que je sais, c'est que sans cette présence, je ne serais probablement plus là pour vous raconter cette histoire. Je ne sais pas exactement comment les choses se sont enchaînées. Un instant, le bateau tanguait violemment sous les assauts de l'orage, et l'instant d'après, je me retrouvais dans une eau glacée, mon gilet de sauvetage serré autour de moi, luttant pour garder la tête hors de l'eau. Le yacht sur lequel je naviguais avait coulé comme une pierre. Un orage imprévu, des vagues gigantesques, tout s'était passé si vite. J'avais dérivé toute la nuit avant d'apercevoir un canot de sauvetage qui flottait, presque par miracle, non loin de moi. Je suis hissé, tremblant, transi de froid. Les premières heures dans ce canot ont été étrangement calmes. Le choc sans doute. Mais plus le temps passait, plus la réalité s'imposait à moi, j'étais seul, perdu au milieu de l'océan, sans eau ni nourriture. L'angoisse m'a serré la poitrine. Je scrutais l'horizon, espérant voir un bateau, mais rien. Juste cette étendue infinie, et le ciel qui menaçait à nouveau de se couvrir. Les jours ont passé. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs précis de ces premières 24 heures, à part cette soif dévorante, et la faim qui me rongeait. C'était un cauchemar éveillé. Mon esprit s'est mis à dériver, et c'est là que j'ai commencé à sentir quelque chose d'étrange. Une présence. Pas immédiate, pas brusque, mais comme une compagnie silencieuse qui se glissait dans mon esprit. D'abord, je me suis dit que c'était un coup de folie dû à la déshydratation. Mais plus le temps passait, plus cette sensation devenait réelle. Je n'étais pas seul dans ce canot. Pas vraiment. Cette présence m'apaisait, me parlait parfois, mais sans parole. Elle m'indiquait de ne pas abandonner, de rationner mes forces, de ne pas boire l'eau salée même si la tentation devenait trop forte. À chaque fois que je voulais baisser les bras, elle était là, une force presque tangible qui me retenait. C'est cette présence qui m'a poussé à faire un geste simple mais vital. J'avais un petit miroir de poche dans ma veste de survie. Elle m'a dit de l'utiliser pour envoyer des signaux, même si l'espoir était faible. Alors, j'ai passé des heures à refléter la lumière du soleil vers l'horizon. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais quelques heures plus tard, j'ai aperçu un point au loin. Un bateau. Ils m'ont vu. Quand l'équipage m'a repêché, je me souviens avoir murmuré un remerciement, mais pas seulement à eux. Je ne saurais jamais ce qui m'a vraiment sauvé, la folie de la solitude ou quelque chose de plus profond. Mais ce que je sais,
c'est que sans cette présence, je n'aurais jamais eu la force de continuer. Je me souviens maintenant, après avoir réfléchi, que j'ai vécu quelque chose de similaire. J'ai passé une bonne partie de ma vie à conduire sur de longues distances, souvent pendant des heures d'affilée, parfois en repoussant mes limites bien au-delà de ce qui est raisonnable. La première fois que j'ai vu cette présence, c'était sur une route à 2 voies dans une région rurale du Wisconsin. J'étais en plein milieu d'un trajet retour de 5 heures après un concert, avec 2 amis endormis à l'arrière. Je conduisais depuis déjà plusieurs heures, et j'étais épuisé. La fatigue s'était insinuée lentement, comme une brume, et mes yeux commençaient à se fermer tout seuls malgré mes efforts pour rester éveillé. C'est à ce moment-là qu'il est apparu, assis calmement sur la banquette arrière, entre mes 2 amis qui dormaient. Ce type portait un fedora noir, une silhouette à la fois nette et fantomatique. Mon cœur a bondi, et pendant une seconde, j'ai cru que j'avais vraiment pris quelqu'un en stop sans m'en rendre compte. J'étais complètement terrifié. Mais cette peur soudaine m'a servi de signal d'alarme, l'adrénaline a fait irruption dans mon corps, et je me suis immédiatement redressé, bien plus alerte qu'avant. Cette vision, aussi effrayante qu'elle soit, m'a empêché de sombrer dans la somnolence et de risquer un accident. Depuis cette première apparition, cet étrange personnage au chapeau est devenu une sorte de repère. À chaque fois que je pousse mon corps trop loin, que je conduis pendant des heures sans faire de pause, il finit par réapparaître. Il ne dit rien, ne fait rien. Il est juste là, assis tranquillement, me fixant dans le rétroviseur. Une simple présence, mais suffisante pour me faire comprendre que j'ai atteint ma limite. Aujourd'hui, je sais exactement ce que cela signifie. Si je commence à le voir apparaître à l'arrière de ma voiture, c'est un signal clair. Un signal que je dois absolument m'arrêter, que je suis trop fatigué pour continuer, et qu'il est temps de prendre une pause, de dormir un peu avant de reprendre la route. Au fil des années, il est devenu une sorte de compagnon silencieux de mes longs voyages, un avertissement étrange mais utile. Je ne sais toujours pas pourquoi mon cerveau a choisi de manifester la fatigue sous cette forme spécifique, mais je suis reconnaissant pour ses apparitions. Il a probablement sauvé ma vie à plusieurs reprises, me réveillant juste avant que mes paupières ne se ferment pour de bon, avant que la route ne devienne floue. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas une peur constante. C'est juste une présence. Un signe que je suis allé trop loin, et qu'il est temps de me reposer avant que les choses ne tournent mal. J'avais 16 ans quand ma mère et moi avons emménagé dans un nouvel immeuble résidentiel sécurisé. C'était une petite communauté tranquille, et nous nous sentions vraiment en sécurité. On avait même pris l'habitude de laisser la porte d'entrée déverrouillée jusqu'à ce qu'on se prépare à aller se coucher, tellement on était à l'aise dans cet endroit. Un soir, vers 21 h, je me trouvais comme d'habitude dans le salon, confortablement installé devant la télévision. Rien d'anormal, une soirée tout à fait banale. Et puis, tout à coup, une voix dans ma tête, une sorte d'intuition, m'a dit de me lever immédiatement et de verrouiller la porte. Elle m'a averti que quelqu'un allait essayer de l'ouvrir à cet instant précis. C'était si soudain et si étrange que je n'ai pas pris le temps de douter ou de réfléchir. Je me suis précipité vers la porte d'entrée, et juste au moment où je mettais la clé dans la serrure pour la verrouiller, il y a eu une forte secousse. Quelqu'un essayait de forcer la poignée et de pousser la porte avec violence. Mon cœur s'est emballé. La poignée continuait de se tordre frénétiquement, comme si la personne de l'autre côté n'allait pas abandonner. Ils essayaient clairement de forcer l'entrée, et la porte tremblait sous l'impact. Paniqué, j'ai crié pour appeler ma mère, qui est arrivée en courant. Je pense que mes cris les ont effrayés, car soudain, tout s'est arrêté. On a attendu un moment sans bouger, terrifiés, avant de décider de ne pas ouvrir la porte et de simplement aller nous coucher sans dire un mot de plus. Le lendemain matin, la nouvelle s'est répandue dans tout l'immeuble. Un homme s'était échappé d'un asile psychiatrique situé non loin de là. Il avait fait irruption dans notre complexe la nuit précédente et avait attaqué le gardien de sécurité avant de se faufiler à l'intérieur. D'après ce qu'on nous a dit, il était entré dans l'immeuble, et notre appartement, situé au 2e de la première rangée, était probablement l'une de ses premières cibles. Le bruit de la télévision allumée avait sans doute attiré son attention. À ce jour,
Je ne peux toujours pas expliquer cette intuition soudaine, cette voix intérieure qui m'a sauvé. Si je n'avais pas écouté cette impulsion, je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu arriver cette nuit-là. C'est comme si une force invisible m'avait averti juste à temps, et je suis éternellement reconnaissante de l'avoir écouté. Personne ne prévoit de se retrouver coincé sur un volcan en éruption, croyez-moi. Quand je suis parti en expédition scientifique sur ce volcan indonésien, tout semblait sous contrôle. On observait les signes d'activité sismique, des tremblements légers qui n'inquiétaient personne. Mais ce matin-là, le sol s'est mis à trembler de manière bien plus violente que prévu, et tout a dégénéré en quelques minutes. Le ciel est devenu noir, des cendres ont commencé à tomber comme de la neige sombre, et le volcan a craché ses entrailles dans une explosion titanesque. Nous étions 4, et très vite, on s'est retrouvés séparés. Je courais sur le versant de la montagne, les yeux pleins de cendres, avec la seule idée de survivre. Mais l'enfer ne faisait que commencer. La lave coulait à une vitesse effrayante, et je pouvais sentir la chaleur à travers mes bottes. L'air était irrespirable, chaque respiration brûlait mes poumons. Je trébuchais sur les rochers, glissant sur la terre déstabilisée par les secousses. Autour de moi, il n'y avait que la désolation et le bruit assourdissant de la montagne en furie. C'est là que je l'ai ressenti. Cette présence. Comme une ombre silencieuse qui se déplaçait avec moi. Je n'ai jamais vu de silhouette ni entendu de voix, mais je savais que quelqu'un, ou quelque chose, m'accompagnait. Au début, j'ai pensé que c'était une hallucination due au stress, mais cette présence n'avait rien de menaçant. Au contraire, elle semblait me montrer le chemin. Quand je regardais autour de moi, je ne voyais que des obstacles, des coulées de lave, des crevasses qui s'ouvraient dans le sol. Mais chaque fois que je me retrouvais face à une impasse, cette présence m'orientait vers une autre direction, un passage que je n'aurais jamais vu moi-même. Mes jambes étaient lourdes, et mon corps me hurlait de m'arrêter, mais je ne pouvais pas. Quelque chose me poussait à continuer, un pas après l'autre. Je me souviens d'un moment particulièrement étrange, où j'ai dû traverser un champ de lave. Je pouvais sentir la chaleur infernale, mais au lieu de paniquer, cette force me guidait, comme si elle savait exactement où poser mes pieds. Chaque pas était une décision de vie ou de mort, et pourtant, je n'ai jamais douté. Je savais que je n'étais pas seul. Quand je suis enfin parvenu à un plateau sûr, hors de portée immédiate de la lave, j'ai regardé en arrière. La coulée de lave dévalait encore le flanc du volcan, mais j'étais hors de danger. La présence, elle, avait disparu, comme si elle s'était évaporée dans l'air chaud du volcan. Je suis resté là, tremblant de tous mes membres, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Plus tard, en redescendant, j'ai retrouvé mon équipe, saine et sauve. Ils ne comprenaient pas comment j'avais fait pour m'en sortir, mais je savais. Cette présence, qu'elle soit le fruit de mon esprit ou autre chose, m'avait guidé à travers l'enfer. Sans elle, je serais probablement encore là-haut, englouti par la montagne. Il était tard dans la nuit, et je dormais profondément. Vous savez, ce genre de sommeil lourd où rien ne semble pouvoir vous réveiller. Sauf que cette fois-ci, quelque chose m'a réveillé. Je ne sais pas si c'était une odeur, un bruit, ou juste un instinct, mais j'ai ouvert les yeux, et tout de suite, j'ai su que quelque chose n'allait pas. L'air était épais, et la lumière était anormalement orange. En quelques secondes, j'ai compris, un incendie. Ma maison était en feu. La fumée envahissait déjà la pièce, et j'ai senti la panique monter en moi. Ma première pensée a été de courir vers la porte, mais en l'ouvrant, un mur de flammes m'a forcé à reculer. Le feu s'était propagé bien plus vite que je ne l'imaginais. L'air devenait irrespirable, et la chaleur me brûlait la peau. Je ne savais pas quoi faire. Mon esprit était brouillé par la peur, et chaque seconde semblait me rapprocher de l'asphyxie. C'est alors que je l'ai ressenti. Cette présence. Pas une voix, pas un geste, mais quelque chose. Une force qui m'a guidé dans le chaos. Une idée claire s'est imposée dans mon esprit, comme si cette présence me soufflait de rester calme, de ne pas céder à la panique. J'ai couvert mon visage avec un drap mouillé, une idée qui m'est venue sans même que j'en sois conscient, puis j'ai cherché une autre issue. Je savais que je ne pourrais pas sortir par la porte principale,
alors je me suis dirigé vers la fenêtre de ma chambre. Mais là encore, la présence était avec moi, m'incitant à ne pas ouvrir tout de suite. Elle me disait d'attendre, de briser le verre et de sortir avec précaution, pour éviter de laisser entrer plus de fumée. J'ai utilisé une chaise pour briser la vitre et me suis hissé à l'extérieur, la fumée et la chaleur à mes trousses. À l'instant où je suis tombé sur l'herbe, j'ai senti la présence s'évanouir, comme si elle avait accompli ce qu'elle devait faire. Les pompiers sont arrivés peu de temps après, mais sans cette force mystérieuse, je ne serais jamais sorti à temps. Je n'ai jamais su d'où cette guidance venait, mais cette nuit-là, j'ai appris à ne jamais sous-estimer l'instinct ou peut-être quelque chose de plus profond encore. L'accident d'avion s'était produit si rapidement que je n'avais même pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Une minute, on volait au-dessus de l'Amazonie, et la minute d'après, on tombait, les moteurs hurlant leur agonie. L'impact avec le sol fut brutal. Quand j'ai repris conscience, tout était flou autour de moi. Des arbres, des débris, et un silence étrange, seulement troublé par le cri des oiseaux et des insectes. J'étais en vie, miraculeusement, mais tout seul. L'épave de l'avion était en morceaux, et aucun autre survivant ne semblait être à proximité. Je savais que dans la jungle, le temps était compté. Le danger était partout, des animaux aux insectes, sans parler de la faim et de la soif. Je n'avais ni boussole ni carte, juste mes instincts et ce qu'il me restait de force. J'ai décidé de partir à la recherche d'eau et d'un abri. Marcher dans la jungle, c'est une épreuve en soi. La végétation est si dense que chaque pas est une lutte. On est constamment sur le qui-vive, guettant le moindre bruit suspect. Au bout de quelques heures, la fatigue commençait à me submerger. Je ne savais même plus dans quelle direction j'allais, et c'est là que j'ai commencé à sentir quelque chose. Ce n'était pas une simple intuition, c'était comme une présence, une entité invisible qui m'accompagnait. Ça ne m'a pas effrayé, au contraire. C'était rassurant. Chaque fois que je me retrouvais face à une direction incertaine, cette présence semblait m'indiquer le bon chemin, me poussant à avancer là où je n'aurais pas osé. Grâce à elle, j'ai évité plusieurs pièges mortels de la forêt. J'ai contourné des marécages, évité des serpents venimeux, et surtout, trouvé une source d'eau. Je savais que sans cette guidance silencieuse, je n'aurais jamais tenu aussi longtemps. Chaque décision, chaque pas semblait influencé par cette force invisible qui veillait sur moi. Finalement, après ce qui m'a semblé des jours d'errance, j'ai trouvé une tribu locale. Ils m'ont recueilli, m'ont soigné, et m'ont aidé à rejoindre la civilisation. Encore aujourd'hui, je me demande si c'était mon instinct ou autre chose. Mais ce que je sais, c'est que sans cette présence, je ne serais probablement jamais sorti de cette jungle vivant. Il était tard. Plus tard que d'habitude. J'avais passé la soirée avec des amis et, comme souvent, j'avais décidé de rentrer à pied. C'était une habitude, une façon pour moi de me vider la tête après une longue journée. Mais ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Peut-être que c'était le silence inhabituel dans les rues ou cette impression que quelque chose d'invisible pesait sur mes épaules. Je venais de tourner dans une ruelle, une de celles que je prends toujours comme raccourci, quand je l'ai vu. Un homme, caché dans l'ombre, s'est détaché du mur en m'apercevant. Il s'est avancé rapidement, et avant même que je ne puisse réagir, il était sur moi. Son bras m'a agrippé, et j'ai senti le froid d'une lame se glisser contre ma peau. Mon cœur battait à tout rompre, la panique me paralysant. Mes pensées étaient confuses. Devais-je me débattre? Hurler? Mais aucun son ne sortait de ma bouche, et mes muscles semblaient figés par la peur. Je pouvais sentir son souffle rauque, et la lame qui me menaçait rendait chaque seconde plus terrifiante. Je pensais que c'était la fin. Que dans cette ruelle sombre, personne ne me trouverait. Mais au moment où la terreur atteignait son apogée, j'ai ressenti quelque chose. Une présence, une force tranquille qui m'a soudainement envahi. C'était comme si une voix silencieuse me parlait, me disant de rester calme, de ne pas céder à la peur. Mon esprit s'est éclairci, comme si cette présence me montrait le chemin à suivre. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai arrêté de paniquer. Mon souffle s'est régulé,
et tout à coup, je savais ce que je devais faire. Lentement, avec des gestes contrôlés, j'ai détourné mon regard, feignant la soumission. L'homme a desserré légèrement sa prise, probablement rassuré par mon apparente docilité. C'est là que cette présence m'a soufflé ce que je devais faire. J'ai frappé avec toute la force que j'avais, un coup direct dans son ventre. Il a reculé, surpris, me laissant juste assez de temps pour me dégager. Je me suis mis à courir sans me retourner, sentant cette présence courir à mes côtés, me poussant à continuer. Je ne me suis arrêté qu'une fois en sécurité, hors de la ruelle. Essoufflé, tremblant, mais sauf. J'avais toujours aimé la plongée sous-marine, mais la plongée spéléo, c'était un tout autre niveau de défi. Descendre dans des grottes inondées, où la lumière naturelle ne pénètre jamais, c'était le genre d'expédition qui te pousse à affronter tes peurs les plus profondes. Ce jour-là, nous explorions une grotte en particulier, une formation ancienne avec des tunnels étroits et des salles submergées. Tout se passait bien au début. Mon binôme et moi avancions prudemment, marquant chaque passage avec une ligne de guidage pour ne pas nous perdre dans ce labyrinthe de pierres. Puis tout a basculé. Une pluie torrentielle à l'extérieur a fait monter le niveau de l'eau plus vite que prévu, et en un rien de temps, la grotte a commencé à se remplir. Le courant est devenu plus fort, la visibilité s'est réduite à presque zéro, et c'est là que le cauchemar a commencé. Mon binôme et moi avons été séparés par une violente poussée d'eau. Je me suis retrouvé coincé dans un couloir étroit, à moitié immergé, incapable de retrouver la ligne de guidage. La panique est montée en moi rapidement. L'eau continuait à monter, et l'air se faisait rare. Je ne savais plus quoi faire. Mon cerveau tournait à plein régime, essayant de trouver une solution, mais tout semblait désespéré. L'idée de mourir noyé dans cette obscurité complète me glaçait le sang. Mes mouvements étaient désordonnés, mes pensées confuses, et c'est là que j'ai commencé à sentir quelque chose. Ce n'était pas immédiat, mais progressivement, une présence est apparue. Elle n'était pas physique, bien sûr. C'était plus comme une sensation. Une ombre invisible, mais protectrice, qui semblait me suivre, me veiller. J'étais terrifié, mais cette présence me calmait. J'ai pris une grande inspiration, autant que l'air rare me le permettait, et j'ai recommencé à bouger, lentement, en suivant cette sensation, comme si quelqu'un m'indiquait où aller. Chaque fois que je pensais avoir pris la mauvaise direction, cette force me poussait à essayer une autre voie. Elle me faisait comprendre, sans mots, sans images, que j'étais sur le bon chemin. C'était presque surnaturel. J'ai traversé des tunnels si étroits que je devais enlever une partie de mon équipement pour passer. Plusieurs fois, j'ai failli céder à la panique, mais chaque fois, cette présence me ramenait à un état de calme relatif. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai débouché dans une petite chambre d'air. Je pouvais respirer, enfin. J'étais à bout de force, mais j'avais encore assez de lucidité pour comprendre que je n'étais pas encore sauvé. Pourtant, à cet instant précis, la présence a disparu. Comme si elle avait accompli sa mission. Je suis resté là, dans cette chambre d'air, à reprendre mon souffle, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Peu de temps après, mon binôme m'a retrouvé. Il avait trouvé une sortie et m'a aidé à rejoindre la surface. Il m'a dit que j'avais eu de la chance de tomber sur cette poche d'air, mais je savais que ce n'était pas juste de la chance. Quelque chose m'avait guidé jusque-là. Je n'en ai jamais parlé à personne. Qui me croirait? Une présence invisible qui m'a guidé dans l'obscurité totale d'une grotte submergée? On me prendrait pour un fou. Mais je sais ce que j'ai ressenti. Je ne saurais jamais ce que c'était un phénomène psychologique, un instinct primal, ou quelque chose de plus mystique. Mais ce que je sais, c'est que sans cette force, je n'aurais jamais trouvé la sortie. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.